puis qu'on a commencé à démontrer que l'échec n'était pas une option, les gens disaient, bon, on a toujours eu des échecs, nous, quand on était au secondaire, puis à l'élémentaire, puis on n'en est pas mort, hein, on a appris notre leçon. Puis là, je ne revenais jamais avec cette question-là, mais la question que je voulais poser, c'était, as-tu vraiment, toi, déjà eu un échec? Puis la réponse, souvent, est probablement non. Moi, là, je ne veux vraiment pas me vanter, mais j'ai jamais eu d'échec à l'école. J'aimais tellement l'école que je jouais à ça le soir. Tu sais, j'avais ma petite classe imaginaire, là, puis mon tableau, puis mes traits, puis surtout que j'avais une minute, j'allais jouer à la maîtresse d'école. Ben, c'est sûr que je pense que l'école fonctionnait dans le temps. Donc, il ne faut pas oublier ça. Quand quelqu'un résiste au changement, il faut se souvenir d'où il vient. OK? Puis que pour lui, l'école, ça a été un succès monstre. OK? Donc, il faut se souvenir de ça. Quand on parle de culture, je pense que ce serait vraiment important dans l'optique d'implanter la carte dans vos écoles, de réfléchir à c'est quoi le mindset ou le paradigme des gens en lien avec l'évaluation. Comment ils perçoivent ça? Parce qu'on l'a vu tantôt avec les 4 questions. L'évaluation devrait être au cœur de toutes les discussions des équipes de collaboration. Mais est-ce qu'on est prêt à repenser l'évaluation? Okay? C'est quoi la raison d'être d'une évaluation? C'est quoi son utilité? Est-ce que c'est de déterminer qui l'a eu, qui ne l'a pas eu, qui est bon, qui est pourri, qui s'en va en 5e, qui reste en 4e? Parce que si c'est ça, le paradigme doit être changé. Okay? C'est des lunettes qu'on doit modifier. Un livre que j'aime énormément pour ceci est le livre de Daniel Cooper, Repenser l'évaluation, justement. M. Cooper, dans ce livre-là, utilise énormément d'analogies qui ont été très utiles avec les années pour travailler le paradigme. Je vous donne un exemple. Disons qu'un prof me dit, bon, échoué la tâche, là. Ça n'a pas été, là, c'est un échec. Bon, ben, écoute, Valérie, j'aimerais beaucoup que tu lui refasses faire une tâche. Disons, je propose ça. Mais non, Caroline, la vie, c'est pas comme ça. Il faut apprendre sa leçon. C'est un échec. OK? Donc, Daniel Cooper, ce qu'il répondrait à ça, lui, c'est il ferait un lien avec quelqu'un qui étudie pour devenir pilote d'avion, puis qui va dans le simulateur. Okay? Il va aller dans le simulateur de vol, va conduire son avion, puis il va s'écraser dans le simulateur. Est-ce que, à partir de ce moment-là, on dit « fini pour toi, tu quittes le collège ». Non, on va recommencer. OK? Et le but, c'est que quand il va arriver dans un vrai vol, qu'il n'y aura pas de crash. Sauf qu'il va avoir travaillé dans le simulateur un nombre de fois faramineux avant d'arriver là. L'école, ce n'est pas la vraie vie. L'école, c'est le simulateur. Donc, choc numéro 60. Donc, c'est un exemple pour démontrer que arrête de me parler de la vraie vie. Tu sais, l'école, c'est pas la vraie vie. Si c'était la vraie vie, ça n'existerait pas, on n'en aurait pas besoin. Les élèves sont là pour apprendre. OK? Donc, c'est une très, très bonne ressource. Il a aussi écrit Redefining Fair. À mon avis, il n'est pas encore traduit, celui-là, mais celui-ci comblerait tous vos désirs et besoins. Il est dispendieux, mais il en vaut la peine. Donc, au niveau du paradigme ou des perceptions d'évaluation, il faut que ce paradigme-là évolue vers ceci. Le but de toute évaluation, qu'elle soit diagnostique, formative ou sommative, certificative, c'est toujours de donner une rétroaction à l'élève. OK? Quand une évaluation est sommative, c'est une photo dans le temps. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même un outil pour donner de la rétroaction à l'élève. Puis je ne suis pas en train de dire qu'un élève qui échouerait une tâche 8 fois aurait 9, 10, 11, 12 reprises. Il y a une limite, là. OK?
Puis, je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'il n'y a jamais un élève qui a un échec chez nous. Sauf que si on donne un 0 à un élève, c'est moi qui va dire le oui final. Et avant de dire le oui final, je vais demander à l'enseignant, qu'est-ce que tu as fait pour éviter ça? Montre-moi tout ce que tu as fait pour qu'on n'en arrive pas là. Puis, habituellement, il me le montre, puis je signe le 0. Mais ça n'arrive pas souvent. Mais là, un élève qui se retrouve dans une situation précaire, tu as toute la gang que j'avais décrite ici tantôt, là, tout le monde arrive. Nathalie va travailler avec lui, faire la prise de test, on va la faire après l'école. Aline, l'enseignante ressources, va le rencontrer le midi pour le préparer puis revoir la leçon avec lui. C'est comme une masse qui arrive là, pour aider l'élève. Okay? Cette année, on est rendu en mai, il n'y a pas un prof qui m'a demandé de signer un 0 cette année. Je le réalise ce matin en vous parlant. C'est exceptionnel. Donc, je pense qu'ils sont rendus là. Ils savent que je ne vais pas dire oui facilement. Donc, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis, en bout de ligne, oui, on évite le 0. Nos élèves ne sont pas tous des élèves qui ont des A. Absolument pas. Mais on ne les lâche pas, puis ils le savent. Donc, ça devrait être ça. Juste ne veut pas dire égal. On a travaillé beaucoup, entre autres avec ce livre-là, la notion du jugement professionnel. OK? Là, il y a un autre choc qui s'en vient. OK? Alors, on a une politique qui est sortie en 2010 qui s'appelle « Faire croître le succès ». Elle ne porte uniquement que sur l'évaluation. Elle sera dans le drive pour vous. C'est un merveilleux document de 173 pages. Et une des choses dont on parle dans cette politique-là, c'est le jugement professionnel. OK? En évaluation. Alors, il y a une dame, c'est une Canadienne en fait, elle vient de Vancouver, elle s'appelle Anne Davies, a travaillé énormément dans le domaine de l'évaluation au service de l'apprentissage. Elle a écrit un livre qui a été traduit aussi qui s'appelle « L'évaluation en cours d'apprentissage ». Et dans ce livre-là, elle parle des preuves d'apprentissage. Et elle nous dit qu'il y a 3 sources fiables pour recueillir des preuves. C'est là qu'il fallait que je fasse un triangle. Tantôt, j'ai fait un triangle pour rien, là. Mais là, il en fallait un. Parce que le principe, c'est la triangulation. OK? La première source, c'est les productions. Très traditionnelles. Un test, on fait un projet, je l'amène chez moi, je le corrige, je le grille, je remplis tout ça. Tac! Voici ta note. Par compétence. Si j'ai bien fait les choses, j'ai mis de la rétroaction descriptive sur la grille. Et j'en ai fait tout au long du projet. Première source, ça va. Deuxième source. Observation. Je regarde l'élève en action. Donc, en mathématiques, j'enseigne les fractions. Je ne ferai jamais 100%, je suis nulle en maths. Je donne aux élèves du matériel de manipulation pendant une période. Et je circule, puis je les regarde faire. Puis idéalement, je prends des petites notes. Oh, c'est maîtriser. J'en fais un maîtriser ça. Je suis capable de montrer l'équivalence des fractions. Fantastique. Donc, ça, c'est les observations. Vous savez qui est excellent pour faire ça? Richard. Richard enseigne l'éducation physique. La semaine passée, je suis allée m'asseoir dans le gymnase, c'était le saut en hauteur. Il y a un élève qui court, puis moi, je suis là. Saute, fais tomber la barre. Moitié de ça. C'est plat. Richard, lui, c'est pour pas la barre à tomber, mon grand? Oui, monsieur. J'ai arrêté de courir avant de sauter. Mais ça, c'est les paroles de Richard qui lui a dit avant que j'arrive. OK? Donc, Richard est solide là-dedans. Mais le prof de français, pas pareil. OK? La troisième source, c'est les conversations. Ce que les élèves se disent entre eux. OK? Ou qui me disent à moi aussi. Donc là, je peux mettre en place une stratégie où je m'assure que les élèves parlent, puis je circule, puis j'écoute ce qu'ils disent. OK? Donc, le choc s'en vient. On a un test de fraction.
Donc, M. Germain vient me voir, puis il me dit bon, Caroline, j'ai évalué le test de Cassandra, puis elle a eu une note d'échec. Non, vraiment, tu t'attendais à ça? Non, pas vraiment, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une manipulation pendant 2 périodes, puis c'était comme maîtrisé. Tu sais? Ah, ouais. Fait que, est-ce que je pourrais ajuster sa note à la hausse, sachant ce que j'ai vu? Mais oui, tu peux. Tu peux le justifier. C'est ton jugement professionnel. OK? Alors, là, ce que Eric aurait fait, il a pris une photo dans le temps avec la production. La photo était embrouillée, mais il savait que c'était pas ça la vraie image. Donc, il est allé puiser là, probablement un petit peu là aussi, pour ajuster la note de Cassandra, pour que le rendement soit fidèle à ce qu'elle sait vraiment. OK? Donc, chez nous, ça se fait de plus en plus. OK? Récemment, j'ai fait ça avec une enseignante. Elle était dans tous ses états parce que l'élève avait échoué la tâche. Puis, elle dit, tu sais, on a fait un quiz, puis ça avait bien été. Puis j'ai dit, regarde, tu vas lui mettre la note que tu penses qu'il mérite. Tu vas aller chercher les devoirs qu'il a fait pendant l'unité. Tu vas aller chercher le quiz. Puis, s'il y a quelqu'un qui pose des questions, il n'y en aura pas. On a tout ça. Mais je veux que tu expliques à l'enfant. Je veux que tu lui expliques. Ta production m'a montré un niveau de, je ne sais pas, 42 %. Mais regarde ce que tu avais fait le 18 avril dans le devoir. Puis regarde ce que tu avais fait au quiz du 1er mai. Donc, moi, j'ai choisi de changer ta note. Parce que c'est ça qu'il mérite. Puis, il y a eu un glitch dans le simulateur. C'est juste ça. Il était arrivé ce matin-là, puis il n'avait pas déjeuné. Puis, il était tout croche. OK? Donc, chez nous, ça se fait de plus en plus. Dans ce livre-là, vraiment, là, il y a une belle analogie aussi au niveau de faire un parcours, par exemple, pour, à pied ou à bicyclette. Okay? Il faut se rendre d'ici à là-bas. Il y a une butte, c'est la butte du lion. Okay? Donc, il y en a qui vont gravir la butte, vont descendre de l'autre côté, puis il y en a qui vont la contourner. On s'en va tous à la même place pareil. On ne va pas prendre tout le même chemin pour y arriver. Donc, mon petit Alexandre, pour l'enseignante, Mme Guillemette, avec qui on a regardé les devoirs pour ajuster la note, on a contourné la montagne. Mais il avait la destination. Il a juste pris un chemin différent. J'ai senti moins de choc. C'est bon. Est-ce qu'il est rendu 3h15? Moi, j'ai aucune notion du temps. Voilà, c'est dans les 3 quarts d'heure que j'avais donné. Parfait. Merci. Je veux vous partager un modèle qui m'a beaucoup aidé à comprendre la résistance au changement. C'est un livre qui s'appelle Influencer. Okay? Il y a plusieurs auteurs, mais si vous cherchez avec ce nom ici, Monsieur Gary Patterson, vous allez trouver les livres de lui et son équipe. Ils ont écrit des livres sur les conversations cruciales et la redevabilité. Okay? Mais ce modèle-là, je suis tombée en amour avec le livre, puis je suis allée suivre la formation. C'est un modèle pour nous outiller à mieux exercer de l'influence sur des grands groupes. Okay? C'est pas de la manipulation. Là. Donc, le modèle nous dit que quand on nous demande de changer quelque chose, instinctivement, on va se poser 2 questions. Okay? La première question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai le goût de faire ça? Et ça correspond à la motivation. Et l'autre question qu'on se pose concernant le non, c'est est-ce que je suis capable de faire ce changement-là? Et ça se traduit dans la capacité. OK? Donc, et ça ne s'arrête pas là, parce que le modèle se divise en 3 facteurs, si on veut. Il y a un facteur qui est personnel, ou une dimension, je devrais dire. Une dimension qui est sociale et une dimension qui est structurelle.
Donc, on a une motivation personnelle et une capacité personnelle. On a une motivation sociale et une capacité sociale. Et on a une motivation structurelle et une capacité structurelle. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un résiste à un changement, il bloque au minimum dans une de ces cases-là. OK? Donc, voici à quoi ça ressemble. Pour la motivation personnelle, il faut se poser la question, est-ce que ça répond à mes valeurs et à mes besoins? C'est un peu comme je disais tantôt au niveau de la dimension affective. Donc, bon, la gang, dorénavant, vous allez travailler ensemble chaque 2 semaines. Ça va se passer au local 187. Ça va être 1 heure à chaque fois. Est-ce que j'ai le goût de collaborer avec mes collègues? Probablement que la réponse c'est oui. Mais il peut y avoir des non. Je veux dire, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler en équipe. Okay? Mais la majorité des gens vont adhérer ici. Deuxième question. Est-ce que je suis capable de travailler avec mes collègues? Okay? Donc, est-ce que j'ai les connaissances, les compétences pour faire le changement qui est attendu de moi? Instinctivement, il y a plein de gens qui diraient « Ben oui, moi j'ai les compétences pour travailler avec les autres. » Sauf que, si on n'a pas une bonne carte routière pour la carte, vous allez vous rendre compte très rapidement que les gens ne savent pas quoi faire. Okay? Nous, là, on disait aux élèves, au prof, ben là, il faut analyser les données. Là. On s'est rendu compte, on ne savait pas comment analyser les données, on ne savait pas quelles données regarder, on ne savait pas quoi faire avec. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Okay? Ça, là, c'est probablement un des plus gros blocages que j'ai vu. Ça a été difficile pour moi d'accepter que c'était ça. Je me disais, il me semble qu'on devrait être capable, comme adultes, de collaborer ensemble. Mais s'ils ne savent pas quoi faire, ça n'arrivera pas par magie. Okay? La motivation sociale, c'est est-ce que les autres encouragent le comportement ou le découragent? OK? Donc, c'est une pression sociale. Donc, je fais ma réunion du personnel, j'annonce à tout le monde, dorénavant, on va collaborer ensemble. Vous allez avoir une rencontre à toutes les 2 semaines, ça va durer 1 heure, ça va avoir lieu au 187. Et là, la réunion termine. Et les discours en coulisses commencent. Joël, super contente, Joël. T'es excitée. Hey, imaginez ça, Caroline, elle va nous donner du temps à chaque 2 semaines. Imaginez toutes les affaires qu'on va faire avec ça. Elle rencontre Luc. Luc lui dit, ben voyons, Joël, on n'a pas le temps de faire ça. As-tu vraiment le temps de prendre 1 heure par semaine pour qu'on aille travailler dans un local? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va te donner cette affaire-là, oublie ça. La flamme de Joël, c'est bon. Mais non, pas Joël. Mais voyez-vous qu'il y a ce danger-là? Okay? Donc, est-ce que les autres encouragent ou découragent? Luc, lui, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas collaborer? On ne le sait pas. Mais la raison est ici en quelque part. Okay? Au niveau de capacité sociale, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faciliter? Est-ce qu'il y a de l'aide? Pour structurer la rencontre, animer la rencontre. Quelqu'un qui saurait quoi faire quand on rencontre un blocage. Qui est ma personne qui faciliterait facilement les rencontres? À part moi? OK? Donc, ça prend des Joël. Puis j'en ai pas juste une, hein, des Joël. J'en ai plein de Joël, mais c'est l'exemple parfait pour vous parler de tout ce que j'ai à vous dire. Donc, Joël, dans une rencontre, elle serait la facilitatrice. Donc, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, arrive à la rencontre, Joël est là, ah, on se sent mieux. OK? Puis moi, je peux faire ça aussi, mais je ne suis pas la meilleure pour le faire. Pas parce que je ne sais pas quoi faire, c'est juste que si ça vient de quelqu'un sur le terrain, c'est 100 fois mieux. Motivation structurelle. Ici, on parle de récompense, de sanction. OK? Exemple autre,
Chez nous, il y a beaucoup de pharmacies de toutes sortes de noms. Il y a le Pharmaprix, il y a le Jean Coutu, il y a le Proxim. Mais moi, je vais toujours chez Pharmaprix. Parce qu'ils me donnent des points. Ils ont modifié mon comportement. Je vais passer devant le Jean Coutu et je vais dire, mais ça, Jean Coutu, tu ne me donnes pas de points. Il est où le Pharmaprix? Là, ça me prend un Pharmaprix. OK? Donc, ils ont modifié mon comportement avec une récompense tangible. Et avec ces points-là, j'ai des produits. Ici, on n'a pas de récompense monétaire pour les gens qui collaborent. La récompense, c'est de sortir de la rencontre avec des nouvelles idées et puis des nouvelles ressources et tout ça. C'est sûr qu'un prof un Luc qui vient de me dire « J'y vais pas à ta carte et tu n'achaleras pas avec ça », je pourrais le sanctionner. J'aurais probablement de la difficulté, mais il y a quand même cet élément-là. Okay? Mais ça, c'est pas la case qui me préoccupe le plus quand on réfléchit à CAD. Okay? Au niveau de la capacité structurelle, c'est est-ce qu'il y a des choses, pas des personnes, des choses qui facilitent. Okay? Par exemple, le 187, juste le fait que j'ai dit aux gens, ça va se passer à telle heure, dans tel local, c'est déjà plus facile. Si je ne dis pas ça, je dis, vous allez collaborer, trouvez-vous une place, trouvez-vous un moment. Oublie ça. Ça n'arrivera pas. Je fais l'horaire. Vous savez qui m'aide à faire l'horaire? Richard! Alors, le fait qu'on a structuré les choses pour faciliter, ça va aider à amener le comportement. Donc, un prof qui résiste probablement plus qu'un endroit. Mais la réponse est ici en quelque part. OK? Chez nous, là, j'ai eu beaucoup de ça, puis je ne l'ai pas réalisé très rapidement. Puis, on a quand même ici et ici. OK? Les gens ne savent pas tout à fait quoi faire, donc il faut travailler ça. Il a fallu que je m'organise pour cloner des Joël, parce que j'en avais pas assez d'une. Puis, les Luc, ils parlent dans les coulisses. C'est poche, mais ça arrive. Mais je suis rendue à un point où j'ai des gens qui parlent en mon nom. Comme Nathalie, là, c'est elle qui va aller dire à quelqu'un qui chiale, qui veut avoir ci, qui veut avoir ça. Tu vas aller demander à Caroline, là, puis tu sais ce qu'elle va te répondre. C'est-tu bon pour toi ou c'est bon pour l'élève? Moi, je suis comme, yes! J'ai même pas eu besoin de le dire moi-même, elle le dit pour moi. Donc, ça, là, ça diminue beaucoup grâce à ces gens-là. Eux, ils ont compris comment je voulais que les choses se fassent chez nous. Et ils parlent en mon nom. Donc, ça, c'est précieux. Il faut trouver ces gens-là. OK? Donc, ça, c'est un petit outil dont je pourrais parler pendant 2 jours, mais Puis, je vais terminer avec ceci. Au niveau de la culture, c'est vraiment important que vous adressiez ça avant. On en a parlé quand on a parlé de l'iceberg. Et puis, c'est important que vous réfléchissiez à de l'accès à de la formation. Okay? Chez nous, ça a été énorme, cette étape-là. Solution Tree, c'est un organisme américain. Ça a commencé par être une maison d'édition, mais c'est devenu un regroupement d'experts qui se sont donnés comme mandat de partager des pratiques réussies. Alors, eux se promènent énormément en Amérique du Nord et se promènent un peu ailleurs sur la planète. Okay? Par exemple, j'ai envoyé un texto à Dr. Mohamed hier, juste par curiosité, s'il y avait déjà eu un Solution Tree en Belgique, puis il m'a dit non. Mais il m'a dit que lui, il s'en venait en Hollande en novembre. Donc, ce ne serait pas impossible de collaborer avec ces gens-là. La formule que moi j'ai vécue à fréquence élevée, c'est une formule où tu arrives, c'est comme un institut. Alors, il y a plein de formateurs qui sont là. Il y a des Richard Dufour, puis des Damien Cooper, puis des Anthony Mohamed, mais il y a des gens comme moi aussi qui viennent partager leur expérience plus modeste. OK? Puis, la richesse de ça, c'est que vous allez entendre plusieurs personnes parler de différents points de vue. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, c'est vraiment les gens qui travaillaient au systémique qui y allaient. Et là, tranquillement, les directions d'école ont commencé à y aller. Et là, plus tard, on va amener des Joël.
OK? Puis, éventuellement, il faut amener les Luc, parce qu'il faut que tout le monde entende le message. C'est pas tout le monde, c'est impossible. Mais ça prend un échantillonnage qui entend le message. Puis Luc, là, quand il va y aller, là, il va avoir un petit moment Eureka. Il n'y en aura pas 50 comme Joël, mais il va en avoir au moins un. Puis, quand moi j'emmène des Luc aux formations, je m'assure d'aller à des ateliers communs avec lui. Parce que je l'aimerais donc aider là, quand il va avoir son petit moment. Parce qu'après ça, j'ai comme un levier pour travailler, là, tu sais. Donc, les sous-boulets que vous voyez, CAP, évaluation de service d'apprentissage, culture d'école, ce sont des grands thèmes qui sont abordés à ces formations-là. Il manque pyramide d'intervention. Ça, c'en est un autre. OK? Donc, c'est important que vous pensiez à ça. Comme vous avez vu, comme on a fait avec Dr. Mohamed, c'est possible d'inviter quelqu'un qui viendrait travailler avec un grand groupe juste de votre diocèse ou peu importe comment vous voulez le faire. Mais là, c'est un expert plutôt que peut-être 10 ou 15. Mais le site web est très bien fait. On peut faire des recherches par thème, par date, par destination. Vous pourrez avoir une excuse parfaite pour aller à Hawaï. J'ai essayé maintes fois, mon directeur veut pas. Puis, la dernière chose dont je veux vous parler, c'est les salles d'apprentissage. Pascal Prignon, je lui ai partagé cette idée-là que j'ai mis en œuvre cette année, et puis elle m'a demandé de vous en parler. Un cercle d'apprentissage, c'est une réunion facultative. Chez nous, on a des réunions du personnel obligatoires une fois par mois. C'est 1 heure dans tout le mois où je peux m'adresser à tout mon personnel. C'est pas beaucoup. Et j'étais à court de temps pour discuter avec eux. Parce que j'avais tellement d'informations à leur donner, puis j'en venais pas à bout. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux alléger tout ça? J'ai créé une communauté Google+, et tout ce qui est informatif, je mets ça là-dedans. Okay? Et tout ce que je dois leur dire de vive voix, je mets ça dans ma réunion du personnel. Et tout ce qui est item à discussion, je fais un cercle d'apprentissage. C'est une réunion que je fais le midi. J'envoie le rendez-vous à tout mon personnel. J'inscris le thème, je donne des ressources aux besoins. Et là, les gens viennent s'ils le veulent. On mange ensemble, on parle la bouche pleine, et ainsi de suite. Moi, j'arrive avec la question. Et ensuite, je me tais. Et là, eux parlent. Et eux donnent des idées. OK? J'ai fait ça récemment pour le sondage de satisfaction du conseil. Nos élèves, à chaque 2 ans, répondent à un sondage de satisfaction du conseil. Et ça nous génère un genre de bulletin pour nous autres, à savoir est-ce que les élèves aiment l'école, se sentent en sécurité, se sentent respectés par les autres, se sentent respectés par les enseignants, trouvent qu'on utilise la technologie de façon adéquate, et ainsi de suite. Et à chaque année, mon directeur disait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer les élèves à ce sondage-là? » Donc, j'ai fait un cercle d'apprentissage avec la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer les élèves au sondage? » Ça a pris 30-40 minutes. Il m'avait proposé un plan exceptionnel. J'ai juste à le mettre en place. Ça venait d'eux autres. C'était leur idée. Moi, j'ai juste dit, on va faire ça à telle heure, telle place, telle personne va faire telle chose. Mais c'était leur idée à eux. Si j'étais arrivée avec la même idée de dire « Bonjour tout le monde, alors le 1er mai, on va faire ça, ça va avoir lieu pendant le cours de Mme Bertillon, et ainsi de suite. » Il aurait dit « Encore une autre affaire, ben fatigante, elle. » Mais là, ça venait des autres. Et si quelqu'un était venu me dire « Je suis pas d'accord avec ça », j'aurais pu répondre « T'aurais dû venir au stade d'apprentissage. T'as choisi de pas venir, c'est moche. » Mais il n'y a personne qui s'est objecté parce que ça venait du terrain. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si j'avais à recommencer l'implantation des CAP, je commencerais avec ça. Je commencerais avec la question, on a quoi à perdre? On aurait quoi à perdre si à chaque 2 semaines, on avait 1 heure de travail ensemble? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On parle, la cloche sonne, on s'en va, ça part dans les coulisses. Ah ouais, on va faire ça. Je sais pas, elle a pas dit qu'on le fait, là, mais tu sais, t'en penses, toi? Oh, je reviens avec un autre cercle d'apprentissage. Si on le faisait, ça ressemblerait à quoi? Ah, tout d'un coup, Luc arrive à la rencontre. Parce que là, lui, ça l'inquiète. Il veut savoir ce qui va se passer. Il va entendre, il va peut-être parler un peu, il dira peut-être pas un mot. Mais je recommencerais comme ça si j'avais à commencer.
Puis ça, c'est une circonstance que j'ai découvert grâce à une amie qui fait ça, travaille au gouvernement. On parlait de ça, on s'en allait jouer au hockey-ball, on parlait dans l'auto, puis là, j'ai dit « Hey, je peux faire ça, moi, à l'école. » Mais ce serait la meilleure façon de travailler la culture un petit peu, dans les coulisses, et que l'idée émerge un peu plus du terrain, plutôt que top-down. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est ce que j'aurais voulu faire, mais dans ce temps-là, je n'avais pas encore pensé à faire des centres d'apprentissage. Mais ça peut être une bonne piste. La structure, vous devez y penser une fois que vous avez réfléchi à la culture. Puis, c'est un gros défi, la structure, mais c'est rien à comparer à la culture. Donc, c'est les 1001 messages que j'avais pour vous. J'espère que je n'ai pas créé trop de choc, mais que je vous ai fait réfléchir. J'espère qu'il n'est pas 5h15. Je perds la notion du temps, alors... donc, parfait. Mais, merci Caroline. Place peut-être maintenant aussi quand même aux questions. Alors, ça, juste un tout petit mot déjà, le cercle d'apprentissage, ça m'avait pensé tout de suite à une pratique qui existe dans une de nos écoles qui s'appelle le brunchstorming. Ok, si ça vous intéresse, Marc Géco vous contacter, c'est des choses qui se mettent en place. J'aime ça! Je le note, super. Il y avait une question, madame? Oui, moi je vais vous demander par rapport au CAP, est-ce qu'il y a le pendant pour les étudiants, pour les élèves? Oh, quelle question exceptionnelle. Oui, plutôt à l'élémentaire. Okay? Faut comprendre qu'à l'élémentaire, la structure des CAP est encore plus solide que la nôtre. Alors, ce qu'ils font à l'élémentaire, et pas dans toutes nos écoles, mais certaines ont vraiment fait ça il y a longtemps, c'est ce qu'ils appellent du décloisonnement. Alors, quand les élèves sont en appui, donc mon prof s'en va travailler, moi je vais travailler sur quelque chose, on va cibler par exemple une compétence en lecture et on va déjà avoir déterminé qui maîtrise ça, qui aurait besoin d'appui puis qui aurait vraiment besoin d'appui. Donc moi j'ai une 3e année, toi t'en as une et toi aussi. Tous nos élèves qui ont vraiment besoin d'appui vont tous s'en aller à la même place, avec un prof qui va faire une mise à niveau adaptée à eux. Les élèves qui ont besoin d'un petit peu d'appui, on va mettre tous nos élèves de cette cote-là ensemble, on va aller voir un autre prof qui va faire une mise à niveau complètement différente. Les élèves qui ont tout compris, eux autres, ils vont aller avec un prof qui va faire de l'enrichissement. Mais dans la structure, est-ce qu'il y a des tutoriaux organisés ça, on regarde ça pour l'année prochaine. Qui se disent, OK, on peut travailler avec tel et tel, on peut le coacher, est-ce qu'il y a ce genre de solidarité entre les élèves? Pas encore. Mais on vise faire ça, puis on veut le faire avec les compétences informatiques. Donc, nos élèves là, qui connaissent Google comme le fond de leur poche, on voudrait qu'ils deviennent des espèces de mentors pour aider les autres à mieux exploiter Google comme un outil d'organisation ou un outil de collaboration et ainsi de suite. Donc, on s'en va vers ça l'année prochaine. Et ça, c'est un bel objectif à avoir. Autre question? Dans les réunions CAP, Caroline, dans les réunions elles-mêmes, est-ce qu'il y a un mode d'emploi qui a été donné, qui a été travaillé? Précisément, que ce ne soit pas simplement un moment où pendant 60 minutes, on papote et puis... Le ministère a partagé deux cadres de travail plus précis. Il y en a un qui s'appelle le parcours fondamental d'apprentissage. J'ai mis un texte là-dessus dans le drive. Ça s'étire dans le temps. Vraiment, c'est une analyse de données où on fait un diagnostic, puis là, on détermine où sont nos élèves. Et pour chacun, on détermine où on veut les emmener avec nos niveaux de rendement. Et là, en collaboration, on planifie l'enseignement, comment on va le mesurer au formatif, comment on va le mesurer au sommatif. Puis à la fin, on vérifie est-ce qu'on a atteint pour chaque élève. L'autre, qui est plus court dans le temps, c'est l'enquête collaborative. L'enquête collaborative, c'est un peu comme un effet d'aquarium, c'est-à-dire que on va se réunir, les profs de maths,
on va choisir un concept ensemble, on va préparer la leçon ensemble, et là, il y a un de nous qui va accepter d'animer la leçon, et les autres enseignants, on va être présents dans la classe pour regarder la leçon. Et ça comprend toujours un temps où l'élève est à la tâche avec d'autres, et tous les enseignants qui sont présents, on est assigné à une équipe, et on doit écouter ce qui se passe. Parce qu'après, quand on va retourner en rencontre, on va discuter de moi, mon équipe, ils n'ont pas réussi. Au niveau du théorème de Pythagore, voici où ça clochait, puis tout ça. Hey, moi aussi, l'équipe que j'ai observée, ont eu la même difficulté. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé là, dans la leçon? Qu'est-ce qu'on a oublié? Et là, on s'ajuste pour la prochaine fois. On a fait cette année en maths une enquête, puis ça a été excessivement riche. Et ça, ce que ça donne, c'est, quand on parle du modèle, là, ça aide au niveau structurel, mais les gens se sentent plus compétents aussi parce qu'ils savent quoi faire. Puis, socialement, hein, ils sont ensemble. Donc, ça aide à ce niveau-là aussi. Donc, ça, c'est l'enquête. Et si on veut donner un plan, chez nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est prendre les 4 questions que je vous ai montrées tantôt, puis les imprimer carrément sur le mur où les rencontres ont lieu. Parce qu'on se dit, c'est ta carte routière. Puis si tu n'es plus dans ces questions-là, tu es dans le champ un petit peu. T'sais. Puis moi, ça serait facile pour moi d'arriver à la rencontre et de dire, travailler sur quoi? OK, mais c'est quoi le lien avec ça? Je comprends pas. T'sais. Oh oui, c'est vrai, il faut s'ajuster. Donc, c'est une façon d'afficher nos couleurs. Mais les vraies cartes routières, c'est des choses comme parcours fondamental et enquête collaborative. Et ce sera dans le drive pour vous. C'est des courts textes, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus. Vous avez une question ici? Oui, c'est une question effectivement de changement de mentalité qui me semble hyper compliquée. C'est que si c'est la réussite pour chaque élève, si vous pensez la réussite pour chaque élève, comment on fait entrer dans l'esprit de beaucoup d'enseignants que ce n'est pas un événement pour le bas, que ce n'est pas, on n'est pas parti du côté de on va faciliter les choses comme ça on aura un peu de réussite. Et qu'avant c'était je donne mon cours et puis je trouve que c'est une piste quoi. C'est ça, c'est piégeux. Ouais. Non, on n'est plus dans cette philosophie-là, c'est comment leur apprendre à apprendre. Mais c'est un choc entre deux mentalités. Comment faire pour servir de levier, justement. Oui. Mais je t'avoue que chez nous, il y a des gens qui ont ce sentiment-là, qu'on a nivelé vers le bas. Puis, mon outil de travail avec ces gens-là, c'est toujours le concept de l'évaluation critériée. Je te demande pas de lui donner une note de passage gratuite, je te dis que quand je lis le critère que tu as mis sur la grille, il a fait ça. OK? Donc, si pour toi, c'est pas suffisant, pourquoi tu l'as mis dans ta grille? T'sais? Donc, on revient toujours à l'attente et aux critères qui est étoffé dans la grille. Mais ça prend des grilles qui sont très précises. Puis je ne sais pas à quoi ressemble vos grilles ici. Est-ce que ça peut sembler une liste de réponses? Oui. La question au niveau de... Il y a une personne qui est orienteur. Là. Vous avez un tronc commun jusqu'à un certain moment, et puis à ce moment-là, les élèves s'orientent vers différentes formes de cours. Quand même. Oui. Et donc, c'est ça, la réussite d'un élève, essentiellement, c'est sa réussite, c'est son épanouissement dans les études, finalement. Et l'orientation est positive, je suppose. Oui, et on valorise tous les cheminements. Donc, un élève, dès la 9e année, doit choisir une filière de cours. Alors, on aurait par exemple un élève qui prendrait la filière théorique, aurait des cours à cote théorique en 9e, en 10e, puis le but, c'est qu'en 11e et 12e, ils prennent des cours pré-universitaires. Et donc, ils le rendent éligible à faire demande pour l'université. La deuxième filière, c'est la filière appliquée, 9e, 10e appliquée. Ensuite, filière précollégiale, donc dans le but d'appliquer dans un collège. Et la troisième filière, c'est la filière à l'échelon local. Ce sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et eux, c'est la filière, au niveau senior, c'est la filière pré-emploi. Donc ça, c'est des élèves qui, à la sortie du secondaire, vont se diriger sur le marché du travail. Donc, on valorise ces 3 cheminements-là. Et les cheminements, ils sont choisis de quelle façon? Alors, ils sont choisis imposés ou ils sont choisis par les... L'école émet des recommandations. L'orienteur fait un énorme travail pour regarder le portrait réel avec l'élève pour lui dire « Moi, je te recommande ça, voici pourquoi. Ton enseignant a dit ça. » On a une console informatique qui s'appelle Career Cruising qui permet à l'enseignant d'aller faire ses recommandations. En bout de ligne, c'est le parent qui signe le choix de cours. Donc, si on dit à un élève «
c'est vraiment la filière appliquée qui est la filière qu'on te recommande. Si le parent décide qu'il va aller au théorique, il va s'inscrire au théorique, puis nous, on va essayer de... Mais c'est toujours, notre message aux parents, c'est votre décision, on va faire tout ce qu'on peut pour aider votre enfant, mais n'oubliez pas la recommandation qu'on vous a faite. Il y a des passages possibles? Oui, absolument. Passage possible entre les filières, avec des cours de transition d'été, par exemple, ou des fois, c'est simplement, regarde, tu es dans un cours appliqué, c'est trop facile pour toi, l'année prochaine, tu t'en vas dire. Oui? Toute forme d'orientation, comme vous venez de l'expliquer, est-ce que c'est toujours bien considéré donc comme une réussite pour l'élève? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Je suis dans un parcours théorique. Oui. J'ai des difficultés. L'orienteur me dit, je te recommande d'aller dans un parcours plus... Oui. J'ai oublié le mot, mais... Oui, d'accord. appliqué. Plus appliqué, oui. Oui. Et moi, je dis, mais non, je voulais rester dans le parcours théorique. Donc, je considère, si je vais dans le parcours appliqué, est-ce que je considère ça comme un échec personnel ou comme un critère de réussite? Je pense que c'est davantage vu comme un critère de réussite. Mais la clé, c'est que ce soit présenté comme ça. C'est ça. Ouais. Quand moi, j'étais élève au secondaire, j'entendais des enseignants nous dire que si tu allais à l'université, tu n'étais personne. Là. Si tu n'allais pas à l'université, tu n'étais personne. Puis, je l'entends plus, ça, dans nos écoles secondaires. Puis, moi, mon frère est allé à l'université parce qu'il a quelqu'un à l'université. Reste aussi simplement que ça. Si tu ne vas pas à l'université, tu iras nulle part. Il est allé à l'université, il a détesté ça. Il réussissait pas très bien. Il n'a pas fini son bac. Il ne voulait pas le finir. Il aurait pu le finir, mais ça aurait été pour une image sociale. Il a mis ça de côté, il est allé au collège, puis il gagne sa vie de façon exceptionnelle. Mais j'ai toujours gardé le souvenir de ça parce que je trouve que mon frère a perdu du temps avec ça. Puis nous, notre vision, c'est qu'on ne fait pas perdre de temps à l'élève. Comprenons-nous bien, je suis bien d'accord, j'adhère à tout ce que vous venez de dire. Hein. Mais ma question, je l'ai portée pendant plusieurs années, où comme titulaire d'une classe, je devais noter les orientations comme des échecs. Et ça, c'était dur. C'était pas juste. Oui. Mais donc, maintenant, il faut travailler ce fameux concept de réussite lié à l'épanouissement. Alors là, on est bon. Tous les chemins. Mais on a, c'est l'iceberg, hein, pour les parents et pour les élèves. Oui, puis les parents, ça, c'est important, là. Il y a des parents, il y a un élève à qui on va dire, je pense que pour mieux réussir, tu serais mieux dans un cheminement appliqué, puis l'élève va dire, je suis d'accord, mais il arrive à la maison, puis le parent pète la coche. Oui, voilà, c'est ça. Et là, il faut éduquer le parent. Oui, coach. Péter la coche, c'est bon, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais je vous remercie. Si vous avez d'autres questions... Oui, j'ai une question. Oui. Vous avez des indicateurs? Oui, oui, on en a. Par exemple, moi, au niveau du cap ou dans les équipes